Bien le bonjour chez vous, téléspectateurs de Business 24 Africa, et bienvenue à votre émission Business Matin spécial Bourse. Voilà, comme d'habitude, nous sommes avec notre consultant maison, la personne de l'Audamas, qui va nous faire le point des marchés financiers pour la semaine écoulée. Voilà, je rappelle que M. l'Audamas est spécialiste des marchés financiers et c'est avec lui que nous allons avoir beaucoup d'informations tout à l'heure, juste après ce qui suit. Restez avec nous. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau. Monsieur l'Audamas, je vous le disais tout à l'heure, est avec nous. Bonjour, Monsieur l'Audamas. Bonjour, Marie-Josée. Merci d'être en notre compagnie. Merci. C'est un plaisir à chaque fois de vous avoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Voilà, on va commencer tout de suite avec les indices principaux. D'accord. Au niveau des indices principaux, on retiendra que le BRVM10 est passé de 252,21 à 251,31 points, soit une baisse hebdomadaire de 0,36%. Le BRVM Composite est passé de 282,16 à 281,76 points, soit une chute hebdomadaire de 0,14%. D'accord, qu'est-ce qu'on doit retenir concernant les indices sectoriels? Alors, au niveau des indices sectoriels, il faut noter que le BRVM Industrie a baissé de 1,11%, le BRVM Service Public a amélioré sa performance de 1,16%, le BRVM Finance a trébuché de 0,33%, le BRVM Transport a baissé de 2,69%, le BRVM Agriculture a régressé de 0,13%, le BRVM Distribution a trébuché de 3,15% et le BRVM Haute Secteur a baissé de 14,43%. Voilà, on poursuit avec les grandes variations. On va parler de la plus forte hausse et de la plus forte baisse. D'accord, donc la plus forte hausse a été notée sur la valeur BOA Mali qui a progressé de 15,56% pour terminer à 57 780 francs CFA. La valeur SMB Côte d'Ivoire a évolué de 10,52% pour afficher une cotation de 23 540 francs CFA. Et le titre Air Liquide Côte d'Ivoire a augmenté sa valeur de 9,95% pour terminer à 11 000 francs CFA. D'accord. On poursuit avec les trois plus fortes baisses de la semaine. Donc, on a tout d'abord le titre CETAO Côte d'Ivoire qui a clôturé à 28 240 francs CFA, soit une baisse hebdomadaire de 14,42%. La valeur Nestlé Côte d'Ivoire a baissé de 11,56% en affichant une cotation de 53 5 francs CFA. Et le titre Vivo Énergie Côte d'Ivoire qui a enregistré une baisse de 10,43% en affichant donc une valeur de 2405 francs CFA. Voilà, on attaque à présent les valeurs à surveiller cette semaine. D'accord. Cette semaine, deux valeurs essentielles à surveiller. Tout d'abord, la valeur Onatel Burkina qui, je le rappelle, en termes de performance hebdomadaire, est passé de 10 000 à 10 905 francs CFA, soit une hausse hebdomadaire de 9,05%. Et quand nous prenons pour repère la fin de l'année 2016, on constate que le titre Onatel Burkina Faso enregistre actuellement une chute de 9,13%. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut surveiller la valeur Onatel Burkina de très près? Tout simplement parce que il y a eu une décision importante qui a été prise au niveau du Burkina Faso au sorti du Conseil des ministres qui s'est tenu le 1er février dernier. Le gouvernement du Burkina Faso a intimé l'ordre en griffe, donc a instruit le ministre de l'économie et des finances pour qu'il puisse prendre toutes les dispositions utiles afin que l'entreprise Onatel du Burkina Faso donc puisse s'acquitter
de certaines taxes qu'elle doit payer vis-à-vis du trésor public burkinabé. En fait, il y a un litige qui oppose actuellement l'entreprise Onatel à l'administration douanière burkinabé et le préjudice est évalué en milliards de francs CFA. D'accord. Et donc, l'État du Burkina, pour ne pas dire le gouvernement burkinabé, donc souhaite qu'Onatel puisse très rapidement s'acquitter de cette taxe. Tout à fait. Il risque même d'avoir des pénalités. Donc cela se chiffre en milliards de francs CFA. Et donc c'est une nouvelle que les dirigeants de l'entreprise Onatel sont donc en train de gérer actuellement. Donc au-delà du litige qui oppose cette entreprise à l'administration douanière burkinabé, on a pu constater également que l'entreprise Onatel Burkina a rendu public les résultats de l'exercice 2016. D'accord, et comment ça se présente? Donc, on constate que cette entreprise-là, qui est le leader de la télécommunication au Burkina Faso, est sortie, j'ai envie de dire, a terminé l'année 2016 avec un chiffre d'affaires évalué à 147,4 milliards de francs CFA, soit une hausse annuelle de 9%. Le résultat d'exploitation est évalué à 40,7 milliards de francs CFA, soit une progression annuelle de 6%. Le résultat des activités ordinaires a été de 37,02 milliards de francs CFA, ce qui représente une progression aussi de 2%. Et le résultat net, c'est-à-dire le bénéfice affiché par l'entreprise Onatel au terme de l'exercice 2016 est passé de 25,2 milliards en 2015 à 24,04 milliards à fin 2016, ce qui représente une baisse de 5%. D'accord. Et j'enchaîne avec le projet de dividendes, c'est-à-dire au titre de l'exercice 2015, l'entreprise Onatel Burkina a distribué un montant de 744 francs CFA par action comme dividende brut. Et pour l'exercice 2016, les autorités, les dirigeants donc de l'entreprise Onatel ont l'intention de distribuer un montant de 707,5 francs CFA par action comme dividende brut. Et quand vous faites le rapport, vous constatez que le montant du dividende qui sera servi aux actionnaires a baissé de 4,91%. On est passé de 744 à 707,5 francs CFA par action. Donc c'est une baisse évaluée donc à hauteur de 4,91%. D'accord. Donc les états financiers sont positifs d'une certaine façon quand on se fie au chiffre d'affaires, mais quand on prête beaucoup plus attention aux résultats nets, on constate qu'il y a une baisse de performance et que le bénéfice réalisé par cette entreprise-là est en chute de 5%. D'accord. Alors, il va falloir donc suivre de très près l'évolution du litige qu'il y a entre l'entreprise Onatel et l'administration douanière burkinabé, parce que nous pensons que si en 2017, la société Onatel paye effectivement cette taxe, paye également les pénalités, il est fort probable que cette entreprise ait des problèmes de trésorerie au cours de l'année 2017. Parce que ce sera certainement des décaissements très importants, évalués en termes de milliards. Donc si l'entreprise doit décaisser des milliards au cours de l'exercice 2017, cela peut plus ou moins plomber la trésorerie de Onatel Burkina. Alors, est-ce que finalement elle va payer cette taxe? Est-ce que finalement un compromis sera trouvé entre l'administration douanière et l'entreprise Onatel? C'est pourquoi nous encourageons tous les investisseurs à suivre de très près ce feuilleton qui oppose l'entreprise Onatel à l'administration douanière burkinabé. Alors, les états financiers 2016 de cette entreprise ont été rendus publics. Il va falloir donc prêter vraiment attention à l'évolution de la trajectoire boursière de cette entreprise, parce qu'en pareille circonstance, c'est-à-dire lorsqu'on publie les états financiers de l'exercice précédent, le marché réagit automatiquement. Donc comment est-ce que le marché va réagir dans les jours à venir? Nous invitons donc tous les investisseurs à prêter attention à la valeur Onatel Burkina. D'accord, on poursuit. Deuxième valeur à surveiller de très près, le titre BOA Mali, qui est passé de 50 000 à 57 780
francs CFA, soit une hausse hebdomadaire de 15,6%. Et en prenant pour repère la fin de l'année 2016, on remarque que la valeur BOA Mali affiche actuellement un taux de croissance de 44,45%, ce qui est un taux vraiment extraordinaire. Donc actuellement, le titre BOA Mali se présente comme le titre le plus rentable en termes de plus-value au niveau du marché des actions de la BRVM. D'accord. Alors, en termes d'état financier, on attend toujours les états financiers de clôture de l'exercice 2016, mais on a déjà, enfin, cette entreprise a déjà rendu public les états financiers du premier semestre 2016, et donc à ce titre-là, on constate que le produit net bancaire est en progression de 6,8% et le résultat net à fin juin 2016 est également en progression de 22,8%. Donc le premier semestre 2016 pour cette entreprise BOA Mali a été très intéressant. On attend donc de voir comment est-ce que cette entreprise a terminé l'année 2016. Alors, en termes de... Est-ce qu'il faut prendre des positions sur BOA Mali? Est-ce qu'il faut rester à l'écart? Est-ce qu'il faut, je ne sais pas, quelle attitude tenir vis-à-vis de l'évolution de cette valeur bancaire? Nous pensons qu'il va falloir faire très attention à la zone stratégique des 50%. Parce que comme je le disais tout à l'heure, cette valeur enregistre actuellement une hausse de 44,45%. Donc vous voyez qu'on n'est pas trop loin de la zone stratégique des 50%. Et la zone stratégique des 50% correspond donc à une cotation de 60 000 francs CFA. Et donc si la valeur BOA Mali dans les jours qui viennent atteint les 60 000 francs CFA, il est fort probable que certains spéculateurs cherchent donc à sortir du marché pour encaisser leur plus-value. Et donc on pourrait assister à une éventuelle correction de cette valeur au niveau des 60 000. Donc ce sont des prévisions, il va falloir donc faire très attention. Le titre peut encore grimper, le titre peut corriger à partir de 60 000, et donc nous invitons tous les investisseurs à prêter attention à la zone des 50% concernant donc cette valeur BOA Mali. C'est bien compris, M. Lodamas. On arrive maintenant à l'international. Ok, donc sur le marché international, l'or a clôturé la semaine en affichant une cotation de 1238,38 $ l'once, soit une hausse hebdomadaire de 0,49%. Le pétrole Brent a achevé sa course en brandissant une cotation de 55,61 $ le baril, soit une baisse hebdomadaire de 2,03%. On termine avec le pétrole WTI qui a clôturé avec une cotation de 53,19 $ le baril, soit une baisse hebdomadaire de 1,48%. D'accord, merci M. Lodamas pour toutes ces informations, mais on ne va pas vous laisser partir comme ça. Vous savez qu'on a une rubrique conseil, et pour cette rubrique-là, je souhaiterais qu'on parle un peu aujourd'hui de la gestion sous mandat. D'accord. La gestion sous mandat, qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques explications pour qu'on puisse mieux comprendre? Ok, donc la gestion sous mandat, c'est une prestation qui est délivrée par les sociétés de gestion et d'intermédiation, les SGI en abrégé. Et donc elle consiste pour l'investisseur à donner de l'argent, à confier donc ses revenus à une SGI, et c'est la SGI qui a la responsabilité de faire fructifier ces revenus-là sur le marché de la bourse. Donc vous n'avez pas le temps, vous avez peut-être, je vais prendre un cas concret pour que les téléspectateurs puissent réellement ce mécanisme. Donc vous avez par exemple 3 millions de francs CFA, vous voulez investir ces 3 millions au niveau du marché des actions de la BRVM, vous prenez vos 3 millions, vous ouvrez un compte titre dans une SGI et vous confiez ce montant-là à un gestionnaire de portefeuille qui aura la responsabilité de rentabiliser ce montant en investissant donc sur le marché des actions ou bien sur le marché des obligations de la BRVM. Donc le fait de lui donner ce mandat pour qu'il puisse rentabiliser les 3 millions, c'est ce qu'on appelle placer votre compte en gestion sous mandat. Ok. Donc le fait que la SGI prend vos revenus et cherche à les fructifier sur le marché de la bourse, on dira donc que la SGI exécute un mandat
de gestion. D'accord, donc c'est lui qui a cette, on va dire, cette latitude-là de, comment ça s'appelle, de faire des ordres, comment on dit, de passer des ordres, voilà. Okay. Merci pour le mot, de passer des ordres. Lui qui a la charge de tout faire, sans que vous ne soyez impliqué. Non, vous êtes impliqué d'une certaine façon parce que quand vous souscrivez à un contrat de gestion sous mandat, pour me répéter, c'est un contrat qui vous lie à votre SGI. D'accord. Donc, le gestionnaire de portefeuille va certainement discuter avec vous pour cerner votre profil en tant qu'investisseur, pour voir quels sont vos objectifs, quels sont les résultats que vous attendez au niveau du marché. Et en fonction de votre profil, en fonction de votre niveau de risque, en fonction de vos objectifs, etc., il va donc mettre en place une stratégie et il va exécuter cette stratégie-là pour que vos objectifs soient atteints. D'accord. Donc, c'est un mandat que vous lui donnez, c'est une autorisation que vous lui donnez afin qu'il puisse donc utiliser vos revenus et les rentabiliser sur le marché financier. D'accord, monsieur Odamas. Donc, vous êtes impliqué d'une certaine façon. D'accord, ok. Mais quelle est l'importance de donner mandat à un gestionnaire de portefeuille pour qu'il gère votre argent? On va dire ça comme ça. C'est quoi l'avantage? Alors, en termes d'avantages, on peut évoquer autour de 3 avantages comme ça. Le premier avantage, c'est quoi? C'est que vous confiez vos revenus à un professionnel du marché. D'accord. Les SGI ont l'agrément du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers. Donc, elles ont la pleine autorisation pour exercer ce genre de métier, ce genre de mission, je dirais. La SGI est équipée, elle a accès à certaines informations, elle est au contact direct du marché. Et donc, ce sont des professionnels qui vont s'occuper de votre compte. Ok, donc ça c'est déjà un premier avantage. Le second avantage, c'est que si vous confiez la gestion de votre portefeuille à un professionnel, le professionnel va chercher à réaliser une certaine performance. D'accord. Donc il se fixe un objectif de rentabilité et il se dit que si il arrive à réaliser une belle performance avec votre argent, par exemple, à travers vous, il pourra encore avoir d'autres contrats de gestion sous mandat. D'accord. Donc, il cherche à limiter au maximum vos pertes et à réaliser des gains très importants pour vous. Donc, si vous confiez votre portefeuille si vous souscrivez à un contrat de gestion sous mandat, il est fort probable que vous arriviez donc à limiter vos pertes au niveau de vos investissements. Et le troisième avantage, c'est quoi? C'est que lorsque vous confiez votre portefeuille à une SGI pour l'exécution d'un contrat de gestion sous mandat, vous pouvez, vous en tant qu'investisseur, vous consacrer à d'autres projets. D'accord. Si vous n'avez, par exemple, si vous n'avez pas le temps de suivre l'évolution du marché, de contrôler votre portefeuille à tout moment, vous faites confiance à votre SGI, vous lui confiez donc vos revenus et vous avez le temps de suivre par exemple vos projets immobiliers, vos projets agricoles, de faire d'autres choses, de faire d'autres affaires, pendant que la SGI, elle s'occupe spécifiquement de vos projets. De faire fructifier votre argent. Exactement. Vous comprenez? D'accord. Voilà, donc voici quelques avantages. Il y en a d'autres également, mais voici quelques avantages qu'on peut mettre en avant en ce qui concerne D'accord, monsieur Odamas. À vous entendre parler, c'est très bien de confier son argent à un gestionnaire de portefeuille pour qu'il puisse gérer votre argent. Mais en toute chose, il y a le revers de la médaille, monsieur Odamas, vous savez. Donc, dites-nous un peu, c'est quoi les inconvénients? Bon, en termes d'inconvénients, on peut par exemple évoquer quelque chose, enfin certaines choses. La prestation de gestion sous mandat n'est pas gratuite. D'accord. C'est une prestation qui est facturée. Donc, si vous confiez la gestion de votre compte à un gestionnaire de portefeuille, si vous lui fixez des objectifs, etc., vous devez le rémunérer. Donc, la gestion sous mandat, elle est facturée. Elle n'est pas gratuite. Vous allez payer quelque chose. Normal, hein? Vous allez payer quelque chose. Oui. D'accord? Non, je veux dire, en fait, si vous ouvrez un compte titre dans une SGI, de facto, la SGI n'a pas obligation de gérer votre portefeuille en tant que tel. Ouais.
OK? Donc, elle va vous soumettre certainement, elle va vous faire une proposition de gestion sous mandat. Et si vous validez cette proposition, si vous souscrivez à cette prestation, vous allez également payer des frais liés à cette prestation. Donc, ce n'est pas un acquis, ce n'est pas gratuit, c'est une prestation qui est facturée. D'accord. C'est la première chose, ça va vous coûter de l'argent. Deuxième chose, très souvent, les investisseurs qui recourent à la gestion sous mandat négligent un peu tout ce qui est connaissance du marché. Je suis investisseur, je n'ai pas le temps, je veux rentabiliser mes revenus à la bourse, je prends mon argent et je le confie à un gestionnaire de portefeuille, je souscris à une gestion sous mandat. OK? Donc, tout ce qui est culture boursière, je ne m'intéresse pas à cela, je ne cherche pas à comprendre le marché. Je me dis que déjà, il y a un professionnel qui s'occupe de mes revenus. Donc, moi, je ne cherche plus à comprendre comment est-ce que la bourse marche, comment gagner de l'argent, quels sont les risques, etc. etc. Donc, là aussi, il y a problème. Cela va faire que vous allez dépendre fortement de votre gestionnaire de compte, enfin de votre gestionnaire de portefeuille. Or, ce sont des hommes qui gèrent le portefeuille. Ce sont des individus. Donc, le gestionnaire de portefeuille peut faire une mauvaise appréciation du marché, peut se tromper en termes de prise de position. OK? Il peut donc faire baisser votre portefeuille involontairement. Donc, si vous n'avez aucune connaissance du marché, votre gestionnaire de portefeuille peut se tromper. Et vous allez totalement rester indifférent parce que vous ne maîtrisez pas, vous ne comprenez pas les mécanismes du marché. C'est cela. Vous comprenez? Donc, si vous êtes trop accro à la gestion sous mandat, vous risquez de négliger tout ce qui est connaissance du marché et vous allez dépendre à 100% de votre gestionnaire de portefeuille, ce qui nous semble une grosse faiblesse en tant qu'un investisseur. D'accord. Okay. Mais monsieur le Damas, on peut souscrire à la gestion sous mandat, mais au moins avoir une certaine culture boursière. C'est ce que nous encourageons en fait. Mais très souvent, par expérience, très souvent, ceux qui souscrivent à la gestion sous mandat négligent cet aspect des choses. Et ce sont ceux qui n'ont pas, parce que ces personnes se disent, bon, la bourse c'est trop compliqué, ces personnes ont un certain blocage psychologique. Donc, elles préfèrent ne pas se fatiguer avec tout ce qui est investissement en bourse. Elles confient donc leurs revenus à un spécialiste et elles lui disent « Fais fructifier mon portefeuille, moi je n'attends que les gains. On m'a dit qu'en bourse, on gagne assez d'argent, fais-moi gagner cet argent. » Mais l'investisseur ne cherche plus à comprendre la bourse, comment est-ce que ça marche, comment est-ce qu'on investit, comment est-ce qu'on gagne de l'argent, comment est-ce qu'on gère son portefeuille, quelles sont les opportunités, quels sont les risques du marché. L'investisseur ne se soucie plus de ces questions parce qu'il se dit qu'il y a un spécialiste qui s'occupe de ses revenus en bourse. Et cela se présente à notre sens comme une grosse faiblesse. Et c'est pourquoi justement nous encourageons tous ceux qui souscrivent à la gestion sous mandat à ne pas négliger la connaissance du marché. C'est très important. D'accord, il faut toujours s'informer, il faut toujours regarder Business 24 Africa, il faut toujours suivre l'émission Business Matin spécial bourse avec Monsieur Lodamas qui va vous donner beaucoup d'informations. Voilà, Monsieur Lodamas, on va terminer. D'accord. Mais avant de partir, un conseil pour nos téléspectateurs vu tout ce qu'on vient de dire. Un conseil relatif donc à cette thématique de la gestion sous mandat, on dira simplement que c'est une prestation qui est bien, c'est une prestation qui permet à des professionnels du marché de gérer les portefeuilles, de rentabiliser les revenus des investisseurs, donc c'est une bonne chose. Mais avant de souscrire à une prestation de gestion sous mandat, nous conseillons à tous les investisseurs de maîtriser la tarification de cette prestation. D'accord. C'est très important. Quand vous allez dans une SGI et que votre SGI vous suggère, vous présente, vous vend la prestation de gestion sous mandat, cherchez à bien comprendre la tarification. Okay? Donc, vous dites à votre gestionnaire de portefeuille de vous expliquer les mécanismes, de vous expliquer les différentes procédures, mais surtout de vous expliquer la tarification. Comment va se faire les prélèvements? Comment va se faire le paiement des frais? Qu'est-ce que cela va vous coûter exactement? D'accord. OK? Et vous faites même, j'encourage les investisseurs de faire une mise en situation. Vous dites par exemple au gestionnaire de portefeuille, moi je vais investir cette année 2 millions. Si j'investis 2 millions de francs CFA à travers votre SGI, qu'est-ce que vous allez me facturer exactement en termes de gestion sous mandat? Qu'est-ce que cela va me coûter? Donc, identifiez clairement
les frais qui seront liés à la prestation de gestion sous mandat avant de souscrire à un contrat de gestion sous mandat. C'est très important. Deuxième chose, même si vous souscrivez à une prestation de gestion sous mandat, il faut tout de même continuer à suivre le marché. Il faut continuer à comprendre le marché, il faut continuer à suivre le marché. Vous pouvez même, si vous avez les ressources nécessaires, les ressources qu'il faut, donc si vous avez par exemple 1 million, vous pouvez confier 1 million. Si vous avez par exemple 2 millions, je vais prendre un cas vraiment simple, si vous avez 2 millions de francs CFA, vous pouvez confier 1 million à votre SGI en termes de gestion sous mandat et vous pouvez vous-même ouvrir un autre compte titre que vous allez gérer vous-même. Cela va vous permettre de comparer votre performance à celle de votre gestionnaire de portefeuille qui gère donc ce portefeuille-là en appliquant donc un mandat de gestion. D'accord. Ok, donc cela donc va vous permettre de faire une certaine comparaison, mais surtout cela donc permettra à vous en tant qu'investisseur de toujours comprendre le marché et d'assurer un certain contrôle de votre gestionnaire de portefeuille qui applique le mandat de gestion. D'accord, monsieur Damas, ce que vous venez de dire m'amène à vous poser une autre question. Est-ce que lorsqu'on a souscrit à un contrat de gestion sous mandat, est-ce qu'on peut revenir après dire que bon, nous-mêmes on va gérer notre argent, donc c'est plus la peine? Non, vous risquez d'être pénalisé d'une certaine façon. Ah bon? Parce qu'il y a certainement dans le contrat une clause qui va dire que si en plein contrat vous souhaitez rompre par exemple le contrat, il y a peut-être des pénalités à payer. Mais généralement, pour éviter tout ce qui est conflit ou litige avec votre SGI, généralement la gestion, enfin le contrat est fixé dans le temps. Donc très souvent on parle de contrat annuel qui est renouvelable. D'accord. Ok. Donc pour éviter des histoires avec votre SGI, vous souscrivez au contrat, vous travaillez avec votre SGI pendant 1 an et au terme de l'année, vous faites le bilan en toute sérénité, en toute tranquillité. Qu'est-ce que ce contrat de gestion sous mandat m'a apporté? Est-ce que mes objectifs ont été atteints? Ok, donc vous faites une évaluation de cette prestation et vous voyez si ça vaut la peine de reconduire le contrat de gestion sous mandat. D'accord. Ok. D'accord, c'est bien. Voilà. C'est ce que nous pouvons donner comme dernier conseil. Merci à vous, monsieur Lodamas. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une autre émission. Merci, Marie. Voilà, chers téléspectateurs, c'est ici que nous mettons fin à cette émission. Business Matin spécial bourse est terminé. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission très bientôt.